Taxer les riches. Ah, cette petite phrase, on l'entend absolument partout, n'est-ce pas? On nous la présente comme la solution, la réponse simple et juste à tous nos problèmes. Mais, et si cette idée, aussi séduisante soit-elle, n'était en fait qu'un immense écran de fumée? C'est exactement la perspective, un peu audacieuse, qu'on va décortiquer aujourd'hui. Du coup, la vraie question, c'est ça. Est-ce que prendre l'argent des ultra-riches, c'est vraiment la solution miracle qu'on nous promet? Ou est-ce que, en se focalisant sur cette petite poignée de gens, on ne passerait pas à côté d'un problème bien plus vaste? Alors, pour démêler tout ça, on va suivre le raisonnement de la source, étape par étape. On va commencer avec un petit calcul qui risque de surprendre. Ensuite, on plongera dans cette fameuse théorie de la diversion. Après ça, on s'attaquera à la définition du mot « riche », et on verra que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. On va ensuite essayer de suivre l'argent pour voir où il va vraiment. Et on terminera avec une question finale, disons assez percutante. Allez, on attaque. Première partie, le calcul du milliardaire. Pour bien comprendre l'impact réel de ces fortunes immenses, rien de tel qu'un petit test grandeur nature. Mettons les chiffres face à la réalité. Imaginons un instant, que se passerait-il si on prenait l'une des plus grandes fortunes du monde et qu'on la partageait? Pour ça, la source nous propose une petite expérience de pensée. Imaginez un peu le scénario. On prend la totalité de la fortune de Bill Gates, on parle d'une des plus grosses de la planète, et hop, on la distribue à chaque habitant en France, intégralement. Le point de départ, c'est une somme qui donne carrément le vertige, 70 milliards d'euros. C'est un chiffre absolument colossal. C'est ce trésor-là donc qu'on est censé se partager. Bon, le calcul est simple. On prend cette somme et on la divise par le nombre d'habitants en France, soit environ 70 millions de personnes. Et le résultat de cette grande opération de redistribution, tenez-vous bien, 1000 euros. Oui, 1000 euros. C'est tout. Un paiement unique, un seul chèque, 2000 euros, et après, plus rien. Le point de la source est assez clair ici. Même une fortune qui nous paraît astronomique, une fois qu'elle est répartie, eh bien, ça ne règle aucun problème sur le long terme. Ok, donc si taxer les milliardaires n'est pas la solution miracle, alors pourquoi est-ce qu'on en parle tout le temps? Eh bien c'est là qu'on arrive au cœur de l'argument de la source. Cette obsession pour les super riches serait en fait une diversion, une stratégie bien pensée pour justifier quelque chose que l'économiste Frédéric Bastiat appelait le pillage légal. Oui, les mots sont forts, c'est vrai. L'idée derrière, c'est que l'impôt, à partir d'un certain seuil, cesserait d'être une contribution juste et deviendrait une forme de spoliation, en gros un prélèvement forcé, mais rendu parfaitement légal par l'État. Et alors, comment ce mécanisme fonctionnerait? La source le décrit en 3 temps. Premier temps, on fait accepter le principe même de l'impôt en visant une cible facile et peu populaire, les riches. Deuxième temps, l'appétit de l'État pour l'argent, lui, ne fait que grandir. Et donc, troisième temps, une fois que l'idée est bien ancrée, eh bien, on étend la taxation à tout le monde, petit à petit. Et ça nous amène directement à la question suivante, une question essentielle. Mais au fait, c'est qui un riche? Parce que la réponse est beaucoup moins simple qu'on ne le croit. Alors d'un côté, il y a l'image qu'on a tous en tête, le riche, c'est le milliardaire avec son yacht. C'est la perception publique. Mais de l'autre côté, il y a la définition politique. Et là, attention surprise. La source nous rappelle que pour un président comme François Hollande, par exemple, on était déjà considéré comme riche à partir de 4 000 euros par mois. Et c'est ça tout le nœud du problème, la relativité. En fait, on est toujours le riche de quelqu'un. Et c'est justement cette définition complètement élastique qui permettrait, selon la source, d'élargir le cercle des contribuables à l'infini. Bon, si on récapitule, l'argent ne vient pas que des ultra-riches, et de plus en plus de monde est taxé. La question logique, c'est « mais où va tout cet argent au final ?» Au final, c'est ce que la source appelle la redistribution inversée. Et pour illustrer ça, on met le doigt sur un impôt qu'on a tendance à oublier, mais que absolument tout le monde paye, la TVA. Que l'on gagne beaucoup ou très peu, à chaque fois qu'on achète un truc, eh bien on la paie. C'est l'impôt ultime, impossible d'y échapper. La conclusion de la source, elle est donc assez radicale. La redistribution, ce ne serait pas du tout un simple transfert des riches vers les pauvres. Au contraire, puisque tout le monde paye des impôts, en particulier via la consommation, l'argent est en fait aspiré de toutes les couches de la société. Et les vrais gagnants dans l'histoire, au final, ce seraient ceux qui sont aux commandes de cette immense machine à redistribuer, c'est-à-dire l'État et son administration. Et tout ce raisonnement nous amène logiquement à la question finale. C'est la plus philosophique et honnêtement, c'est aussi la plus provocatrice. Elle est inspirée par les travaux d'un économiste assez radical, Murray Rothbard. Et là, c'est un vrai défi qui est lancé à notre logique. Rothbard nous met au défi de faire une chose a priori simple. Essayer de donner une définition de l'impôt qui est, rappelons-le, un prélèvement forcé, qui ne pourrait pas s'appliquer mot pour mot à la définition du vol. C'est une expérience de pensée assez troublante. Et c'est sur cette interrogation, un peu vertigineuse, j'admets, que cette analyse se termine. La question fondamentale qui est posée, c'est où se situe la frontière?
Où s'arrête la contribution citoyenne juste et nécessaire, et où commence ce que la source appelle le pillage légal? La question, bien sûr, reste entièrement ouverte.